Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, la République démocratique du Congo, un premier geste concret dans le processus de paix. Kinshasa a remis 15 prisonniers aux rebelles de l'AFC M23, facilité par la Croix-Rouge. C'est le premier transfert de détenus depuis la signature du mécanisme de Doha il y a près d'un an. Au Nigeria, 308 personnes enlevées depuis février ont été libérées en une seule journée. Le président Tinubu parle de la plus grande opération de sauvetage coordonnée de l'histoire du pays. Vous entendrez leurs témoignages. Enfin, à Bongor, au Tchad, l'eau en sachet est en danger public. Une mission de contrôle révèle que la majorité des unités de production vendent de l'eau non traitée directement puisée. Les enfants en sont les premières victimes. En République démocratique du Congo, c'est un premier geste de confiance longtemps attendu dans le processus de paix. Les autorités congolaises ont rendu 15 prisonniers aux rebelles de l'AFC M23. Cette opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge, constitue le premier transfert concret de détenus depuis la signature du mécanisme de Doha il y a près d'un an. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kimangula. Le Qatar, l'un des médiateurs dans le conflit, se félicite de la remise aux rebelles de l'AFC M23 de 15 personnes détenues jusque-là par les autorités congolaises. Les 15 prisonniers dont les identités n'ont pas été dévoilées ont quitté Beni puis transité par l'Ouganda pour rejoindre le territoire de Rutshuru sous contrôle de l'AFC M23. C'est une remise de détenus qui était attendue depuis septembre 2025 lorsque le gouvernement congolais et l'AFC M23 avaient signé à Doha un mécanisme d'échange de prisonniers. Mais des désaccords entre les deux parties avaient empêché ces échanges. En avril, lors de nouvelles discussions en Suisse, Kinshasa et l'AFC M23 s'étaient de nouveau engagés à libérer des prisonniers. Alors le nombre de détenus par les autorités congolaises comme par l'AFC M23 n'est pas officiellement connu. Des sources sécuritaires évoquent plusieurs centaines de détenus. Si cette remise de 15 prisonniers ne représente qu'une fraction des personnes concernées, le CICR, qui a servi d'intermédiaire dans cette opération, dit espérer qu'elle ouvrira la voie à d'autres libérations. Autre titre de ce journal, le Nigeria, où 308 personnes, dont des enfants, ont été libérées. La plus grande opération de sauvetage menée en une seule journée, selon le président Bola Tinubu. Enlevée en février dernier dans le nord du pays, elle témoigne aujourd'hui du calvaire vécu pendant leur captivité. Les réactions compilées par Axel Simon. Des femmes et des enfants encore traumatisés. Ils ont été secourus jeudi par les forces de sécurité nigérianes et attendent désormais de pouvoir rentrer chez eux. Ils faisaient partie des 308 personnes enlevées en février dernier dans 2 États du nord du Nigeria. Aujourd'hui, certains témoignent de l'épreuve qu'ils ont traversée. Chaque fois qu'un avion approchait, il nous ordonnait d'éteindre les feux qu'on avait allumés et de garder le silence absolu pour ne pas être repérés. Il ne nous donnait pas toujours de quoi manger. On se couchait, nous et nos enfants, avec le ventre vide. Il y avait des malades parmi nous. Plusieurs femmes enceintes ont accouché pendant notre captivité. Pour les familles des otages, c'est enfin le soulagement après 6 mois d'angoisse. On ne pouvait plus dormir ni manger. Nos pensées étaient monopolisées par l'inquiétude, surtout pour les enfants. Les 308 victimes étaient retenues en captivité depuis février à la suite de plusieurs attaques meurtrières menées par des groupes armés dans 2 États du nord du pays, comme celle-ci dans l'État de Kwara, au cours de laquelle plus de 170 personnes ont été tuées et le village réduit en cendres. La vaste opération de sauvetage de jeudi a été menée conjointement par les forces armées, les services de renseignement et la police. Tout le monde a été secouru vivant. Comme vous pouvez le constater, il n'y a ici aujourd'hui que des enfants et des femmes. Une quarantaine sont encore à l'hôpital. Le Nigeria peine à endiguer les attaques armées et les enlèvements perpétrés par des groupes armés et des djihadistes qui sèment la terreur. Le président nigérian avait imputé la responsabilité de la principale attaque de février au mouvement islamiste Boko Haram, un terme également utilisé de manière générique pour désigner les groupes djihadistes au Nigeria.
On s'arrête en Guinée. Cette nouvelle demande de restitution d'objets spoliés par la France lors de la colonisation. Après avoir réclamé des écrits de Samori Touré il y a 3 semaines, Conakry demande à Paris la restitution du crâne de Bokar Biro, dernier almami de l'État théocratique du Fouta Djallon. Les précisions de Malik Diakité à Conakry. Après les biens de l'Almami Samori Touré, farouche résistant à la colonisation française, la Guinée réclame à la France le crâne de Bokar Biro Bari, dernier Almami de l'État théocratique du Fouta Djallon, ainsi que plusieurs manuscrits et autres objets historiques emportés pendant la colonisation. Pour Conakry, ces pièces constituent une part essentielle du patrimoine national et de la mémoire de 2 figures majeures de la résistance à la conquête coloniale. Le processus que nous avons engagé de demande de restitution des manuscrits de l'Almami Samori Touré, le retour des restes humains de l'Almami Bokar Biro Bari et de ses compagnons s'inscrit dans une démarche de réconciliation de la nation avec sa mémoire. Pour nous, c'est une façon de nous réapproprier de notre récit national et faire de telle sorte que ce soit des éléments de réconciliation avec nous-mêmes, avec notre propre mémoire collective, mais également que ce soit un élément, non pas de rancœur, de mépris entre la France et la Guinée, mais que ce soit plutôt un pont qui soit construit par cette démarche, qui est pour nous une démarche de cicatrisation des plaies ouvertes par ce passé douloureux. Si ces demandes aboutissent, Conakry prévoit d'inhumer dignement les restes humains de l'Almami Bokar Biro Bari et de ses compagnons plutôt que de les exposer. Quant aux biens de l'Almami Samori Touré, ils seront conservés ici au Musée national de Sandervalea, au cœur de la capitale guinéenne. Et on reste dans le thème du retour d'objets d'art dans leur pays. Moment de fête ce vendredi à Abidjan qui a célébré le retour du tambour parleur Djidji Ayokwe alors que le pays célébrait le 66e anniversaire de son indépendance. L'objet sacré de la communauté ébriée avait été volé en 1916 par la France pendant la colonisation. Le récit de Marion Laurie. Après 110 ans d'absence, la Côte d'Ivoire retrouve enfin son tambour parleur. Le Djidji Ayokwe, long de 3,30 m et pesant près de 430 kg, a été présenté aux Ivoiriens lors de la fête nationale marquant l'indépendance du pays. Un moment célébré par la foule. Ça nous plaît. On voulait voir le tambour. Nous voulons voir avec notre yeux pour croire que le tambour nous appartient. Bien plus qu'un instrument de musique, le tambour était utilisé par la communauté ébriée pour signaler un danger, appeler à la guerre ou encore pour rassembler les villageois. Le 20 février dernier, la France a officiellement restitué l'objet à la Côte d'Ivoire. Les ministres de la Culture de chaque pays ont signé l'acte de transfert de propriété lors d'une cérémonie au musée Quai Branly Jacques Chirac. C'est bien sûr une identité qui a été arrachée. Il est important aussi de savoir, 110 ans, 120 ans après, si le sujet de cette restitution peut être abordé de la même manière qu'au moment de la douleur lorsqu'elle a été faite lors de la confiscation. Abidjan avait demandé fin 2018 le retour du tambour. Il fait partie des 148 œuvres d'art volées pendant la colonisation et sera désormais exposé au Musée des civilisations dans la capitale. Direction le Tchad, plus précisément dans la ville de Bongor, où une mission de contrôle a révélé une réalité alarmante sur 8 unités de production d'eau inspectées, dont la majorité vend de l'eau traitée directement puisée, sans aucun système de filtration. Résultat, les maladies liées à l'eau contaminée explosent, notamment chez les enfants. Le reportage d'Harold Girard. À Bongor, où vivent plus de 120 000 habitants, l'accès à une eau potable est un défi quotidien. Pour étancher sa soif, la population a pris l'habitude de consommer de l'eau en sachet, largement disponible à prix abordable. Le principal avantage de cette eau en sachet, c'est qu'elle est la moins chère qu'on puisse trouver. Elle coûte entre 25 et 50 francs CFA. Une bouteille d'eau peut, elle, coûter jusqu'à 500 francs CFA. C'est trop cher pour moi. Une eau accessible, dont la qualité est souvent peu contrôlée et qui expose les consommateurs à des risques sanitaires majeurs. Le docteur Nadji Djel reçoit depuis des années des patients rendus malades par cette eau en sachet, communément appelée Pure Water. Ils viennent avec des gastro-entérites, ils viennent aussi avec des problèmes digestifs. Donc on peut dire peut-être que ça peut être une des causes de ces problèmes-là. La potabilité d'eau, il faut le faire soi-même.
Je crois qu'il y a de l'eau de Javel partout dans les boutiques. Donc c'est mieux de s'en procurer et de pouvoir, c'est-à-dire soi-même, essayer de pouvoir désinfecter l'eau. Après plusieurs scandales relayés sur les réseaux sociaux ces derniers mois, le gouvernement tchadien a renforcé les contrôles sanitaires dans les unités de production d'eau en sachet. Celles-ci affirment respecter scrupuleusement les normes d'hygiène dans le contrôle de la qualité de l'eau, comme lors de la mise en sachet. Nous avons installé un compteur. Et avec ce système, l'eau monte jusqu'à la machine où il y a un filtre. Et une fois dans la machine, l'eau est filtrée avant sa mise en sachet. Les autorités avaient déjà évoqué l'objectif d'un accès à l'eau potable pour l'ensemble de la population à l'horizon 2030, une ambition difficilement atteignable selon plusieurs associations de consommateurs. Alors on termine au Sénégal où les récolteurs de sel voient de nouveau la vie en rose. 4 ans après des inondations qui ont failli détruire son écosystème fragile et l'économie qui s'était développée autour de lui, le célèbre lac rose retrouve peu à peu ses teintes rosées qui ont fait sa renommée à travers le monde. Le récit d'Emily Boyle. Seydou Touré passe ses journées dans l'eau. À l'aide d'une pelle, il gratte les fonds de ce lac pour y récupérer de l'or blanc, du sel. Ce lac m'a tout donné. Je dois tout à ce lac. C'est grâce au lac rose que j'ai pu acheter des chevaux, des vaches et tout ce que je possède chez moi. Environ 3000 ramasseurs de sel dépendent du lac pour gagner leur vie, tandis que la région attire environ 8000 visiteurs en haute saison. Aujourd'hui, ce lac retrouve peu à peu sa couleur rosée d'origine et le tourisme renaît petit à petit. Un immense soulagement pour la communauté locale qui a failli tout perdre. On s'est réveillé un matin et on avait tout perdu. On a dû amener des machines pour collecter le sel et le déplacer pour qu'il ne prenne pas l'eau. On n'a pas pu faire grand-chose pour le protéger. En 2022, ce lac emblématique avait perdu sa couleur et sa salinité à la suite d'inondations extrêmes, entraînant un effondrement de la fréquentation touristique. Le sel qui est exploité au lac Rose est lié à la saturation de ce lac. Si le lac est dilué, le sel va disparaître. Après des années d'efforts, les autorités ont réussi à pomper l'excédent d'eau et relancer l'économie locale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. Chaque année, la Thaïlande organise un événement unique au monde, la terrible loterie du service militaire. Les jeunes hommes qui piochent une carte rouge sont incorporés d'office pour 2 ans. Entre déception et soulagement, ce rituel masque une réelle injustice sociale. Aujourd'hui, certains dénoncent la corruption et les mauvais traitements infligés aux jeunes conscrits malchanceux. Reporter, une émission primée sur les 5 continents. À voir sur France 24. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité.